Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anis Tlemcemani. Anis est architecte basé à Nantes. Il s'est engagé sur le territoire dans un projet important pour la transition de la fabrique de la ville, avec la structuration d'un écosystème circulaire dans le bâtiment et les travaux publics. Mais il va nous expliquer tout ça. Anis, bonjour. Bonjour Sylvain. Anis, est-ce que tu pourrais finir de te présenter sans doute plus précisément en quelques mots ? Oui, alors donc moi je suis architecte exerçant à Nantes depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis sorti de l'école d'architecture de Nantes en 2008. Je me suis mis en exercice assez rapidement, voilà, dans la foulée on va dire. J'ai beaucoup travaillé sur des projets de petite échelle avec une approche environnementale assez marquée. Je me suis également essayé à de la programmation d'habitat participatif en AMO. Mais pour en revenir en fait au sujet là, qui nous rassemble aujourd'hui, du réemploi, c'est une question plus ancienne. En fait, c'est une question auquel je me suis intéressé dès mes études, la fin de mes études, que j'avais commencé à injecter dans mes projets d'étudiants. Et sauf qu'une fois dans le monde réel, je me suis aperçu assez vite qu'il n'y avait pas encore grand-chose qui se passait à l'époque en France sur le sujet. Et j'ai donc mis ce sujet de côté dans un premier temps, voilà. Et bon, chemin faisant, je me suis un petit peu ennuyé dans ma pratique et je me suis réintéressé au sujet il y a environ 3 ans. Et là, je me suis aperçu que une dizaine d'années plus tard, en fait, le paysage avait pas mal évolué. D'accord. Alors tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, justement, ce que c'est ce sujet, cette idée finalement d'amener de la circularité dans la fabrique de la ville. Alors c'est quelque chose de très concret, hein, c'est comment on construit des rues, comment on construit des bâtiments. Alors moi j'ai appelé ça écosystème circulaire, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux nous préciser déjà de façon générale avant de rentrer sur la spécificité nantaise, ou en tout cas sur les initiatives nantaises que tu mènes aujourd'hui, ce qu'est un écosystème circulaire dans le bâtiment et les travaux publics, c'est très concrètement, c'est quoi ? Et pourquoi d'ailleurs ? Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, la circularité dans le bâtiment, dans l'approche des matériaux équipements, mais principalement des matériaux, le terme qui revient le plus souvent aujourd'hui, c'est la plupart du temps celui du réemploi. Mais en fait, le réemploi n'est qu'une des modalités, on va dire, de la circularité de la matière, puisqu'il y a la réutilisation de matériaux et il y a modalité plus connue, mais qu'on n'associe pas forcément toujours au bâtiment, la plupart du temps pas d'ailleurs, c'est le recyclage. Et on va dire ce qui fait écosystème, à mon sens aujourd'hui, c'est plutôt le fait de lier ces trois modalités différentes. Qui sont complémentaires en fait les unes aux autres. Alors le recyclage, on voit assez bien, hein, c'est-à-dire revenir un peu à la matière. Et moi j'ai en tête du béton qu'on concasserait et on utiliserait ça comme matériau de base en structure de chaussée par exemple. Donc c'est sans doute l'exemple le plus facile. Par contre, la différence entre réutilisation, réemploi, c'est quelle est la nuance ? La nuance en fait elle passe par le statut de déchet, c'est-à-dire que le réemploi, c'est la réutilisation d'un matériau à usage identique. La réutilisation implique que le matériau soit entre guillemets dégradé en passant par le statut de déchet, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur d'usage en tant que tel. Il conserve sa valeur d'usage. Par contre, on peut détourner l'usage initial.
D'accord, donc on récupère un matériau, une porte par exemple. Je ne sais pas si l'exemple est bon, peut-être qu'il n'est pas bon du tout. Il a été utilisé, on en fait un bardage, par exemple. Voilà, d'accord. Soit c'est une porte qu'on utilise d'un ancien bâtiment qui vient d'être déconstruit, qu'on va réutiliser dans un bâtiment neuf. Soit l'autre exemple, c'est le détourner finalement et le sortir de son statut de déchet, le sortir de la benne pour le remettre sur un autre chantier, mais pour faire autre chose. Voilà, tout à fait. Ouais, en effet, c'est ça. Alors, donc, c'est les 3 R dont tu parles, oui. Dont tu parles parfois. Tout ça ferait écosystème, mais à quoi ça sert de faire tout ça ? Pourquoi pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire passer par la case produit neuf pour faire des bâtiments neufs ? Ah bah ça c'est parce que c'est l'éternel, le débat classique aujourd'hui du passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, qui s'applique à bien des domaines. Dans le bâtiment, en effet, le bâtiment est un secteur qui est très consommateur de ressources, qui emploie des volumes de matière. C'est l'un des principaux, si ce n'est en proportion le principal secteur de consommation de matériaux. Alors après, c'est vrai que une forte part de cette consommation de matière se fait sous forme de matériaux inertes. En France, on construit énormément, toujours aujourd'hui, avec des matériaux inertes que sont le béton, que sont les maçonneries, les matériaux de maçonnerie, les parpaings, la brique. Voilà, ce qui d'ailleurs génère du coup des volumes de matériaux inertes qu'on a bien du mal à revaloriser. Tant on en a. Alors en effet, tu parlais des graves recyclés, c'est un bon exemple, mais après il y a tous les autres. Et c'est vrai que quand on parle de réemploi, la plupart du temps, on ne parle pas de ces matériaux-là, mais on parle plutôt de ce qu'on appelle de seconde œuvre, ou éventuellement des matériaux d'enveloppe, de menuiserie par exemple. Voilà. Donc là aujourd'hui, c'est plutôt sur ce champ-là qui représente, on va dire, 20-30% des matériaux présents dans un bâtiment. Que les sujets de réemploi, de réutilisation se concentrent davantage que sur les structures. Ouais. Y a un concept dans le domaine, ou en tout cas un terme, je ne sais pas si c'est un concept scientifique, autour d'une logique de mine urbaine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce terme-là, que je trouve assez éclairant ? Oui, c'est l'idée que... En fait, c'est un petit peu le parallèle on fait souvent ce parallèle avec l'exemple des systèmes naturels, dans lesquels la notion, dans le vivant, la notion de déchet n'existe pas. C'est-à-dire que le concept même de déchet est un concept purement humain. Tous les systèmes vivants réutilisent, entre guillemets, recyclent la matière sous différentes formes, dans une logique de complémentarité successive. Il n'y a que les humains qui inventent des déchets, finalement. Et donc l'idée de la circularité dans un métabolisme urbain, c'est d'essayer de se rapprocher autant que possible de ces logiques-là, puisque les ressources s'amenuisent. Enfin, on utilise des ressources renouvelables de plus en plus, mais voilà, celles-ci restent en stock limité, et on utilise toujours majoritairement des ressources non renouvelables. Voilà. Donc c'est en effet finalement. La mine urbaine, c'est dire plutôt que d'aller à la mine pour exploiter des ressources non renouvelables en dehors de la ville. C'est faire déjà là. Ouais, le bâtiment existant qui n'a plus d'usage, finalement, il va rentrer dans le cycle et c'est de lui qu'on va tirer les ressources pour le bâtiment de demain. Tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre aussi que dans cette approche-là, le recyclage n'est que la dernière des modalités, puisque malgré tout, c'est celle qui reste la plus consommatrice de ressources énergétiques notamment, puisqu'il s'agit de recycler, de refaire faire un cycle à la matière. Mais avant ça, il y a plein d'autres possibilités d'optimisation. Réutiliser un bâtiment, évidemment, plutôt que le détruire. Réemployer un bâtiment un matériau plutôt que le recycler. Et la réutilisation, on va dire que c'est un entre-deux, entre le réemploi et le recyclage.
Donc on est toujours sur cette logique d'économie circulaire qui, au-delà du circular washing, qui commence à être extrêmement important, ou de la communication française autour de l'économie circulaire qui l'associe avec uniquement le recyclage, la question de recyclage. Dans ce principe-là, il y a plusieurs boucles et plus la boucle est courte, plus finalement elle est pertinente en termes environnementaux. Et la boucle du réemploi, c'est-à-dire utiliser un objet ou un matériau pour ce qu'il est dès le début. Intrinsèquement, oui. Ce à quoi il sert, c'est-à-dire utiliser une porte pour servir de porte, mais ailleurs, ça amène évidemment beaucoup plus d'économie de ressources, mais aussi de valeur d'usage que la réutilisation pour autre chose, ou évidemment que le recyclage. Ok, très bien. Alors là, on est sur finalement une clarté du pourquoi, mais on n'est pas encore sur le comment. Très concrètement, il y a des territoires aujourd'hui qui ont développé des logiques d'écosystème, parce qu'on a bien une échelle locale qui est importante là-dessus, des écosystèmes circulaires autour de leur activité de bâtiments et travaux publics. Il y a déjà des territoires qui ont avancé sur ces logiques-là. Oui, il y a plein d'initiatives qui ont émergé ces 10 dernières années en France, mais pas que. Bruxelles aussi est un très bon territoire d'expérimentation. Il se passe pas mal de choses. Après, il est vrai que souvent, les acteurs qui émergent sont des acteurs qui interviennent à un maillon de la chaîne. Et que, on va dire, aujourd'hui, la difficulté, c'est de réussir à faire réellement écosystème, dans la mesure où tous ces maillons se complètent les uns les autres. Et là, c'est donc il y a, voilà, on va dire, suivant les territoires, c'est plus ou moins abouti en termes de logique d'acteurs. Il y a des territoires comme la Plaine Commune en région parisienne, là où pour le coup il y a une vraie volonté politique de faire système, de prendre le sujet à bras le corps en faisant un diagnostic territorial, global, mais c'est encore des initiatives qui restent assez rare. Bon. Après, on parle un petit peu à la fois de Bruxelles, notamment du travail de Rotor à Bruxelles et de Plaine Commune dans le manifeste pour un urbanisme circulaire, mais tout ça n'est que le début d'un suivi et d'un sujet sur un sujet qui est éminemment important. Alors, toi aujourd'hui, tu portes une logique de projet, une dynamique de projet à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois où on en est sur le territoire, mais aussi de façon un peu plus générale, quels sont les freins au développement de ce qui peut paraître une évidence, mais qui spontanément n'éclot pas comme ça sur un territoire? Oui, alors si on repart effectivement du territoire nantais, aujourd'hui j'anime, on va dire, un groupe de travail chapeauté par le cluster régional Nova Build, dédié, on va dire, à la montée, à la massification de l'écosystème, pour élargir non plus seulement une filière, mais un écosystème, qui donc regroupe les trois notions qu'on évoquait là précédemment. Alors ça s'appuie sur des acteurs qui existent déjà, qui ont déjà commencé à mettre en place des logiques de collaboration, de complémentarité sur la question du recyclage des déchets de chantier, sur la question de la dépose sélective, en insertion professionnelle d'ailleurs, ou bien du stockage et de la revente des matériaux. Ça, c'est des actions complémentaires les unes des autres. Et puis après, il y a toute la phase amont, qui est celle des diagnostics, de savoir en gros quelle est la ressource, de pouvoir caractériser la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui souvent les freins en fait à la massification de ces démarches-là, c'est qu'il faut pouvoir agir à la fois sur l'amont, sur l'aval, et le tout en même temps. Il faut à la fois être capable de caractériser les ressources, de savoir quels sont les gisements, leur catégorie d'usage, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut revendre, à quelles conditions, puisqu'il y a aussi des questions d'assurabilité qui peuvent se poser derrière. Et ensuite, il faut avoir les capacités logistiques de mobiliser, de reconditionner cette ressource, de la revendre, de la stocker.
Voilà. Donc, c'est toute une chaîne d'acteurs, en fait, qui est à mettre en place. Donc à la fois connaître l'offre, c'est-à-dire quels sont notamment les bâtiments qui ont vocation à être déconstruits, ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut récupérer, avoir les moyens de le faire. Et c'est à la fois un savoir-faire, mais des équipes, une logistique, et puis aussi en face générer une demande de façon à ce qu'émerge une organisation en marché local. Tout à fait, ouais. Il faut que les maîtrises d'ouvrage ont un rôle fondamental à jouer là-dedans, puisque c'est à la fois elles qui peuvent s'investir dans la réalisation de diagnostics ressources, qu'on appelle, même si bon, c'est quelque chose qui devrait se généraliser sur une forme très approchante de par l'évolution de la réglementation, puisqu'aujourd'hui était obligatoire des diagnostics déchets, passer une certaine échelle d'opération. Ces diagnostics déchets vont se transformer en un diagnostic produit matière déchets, ce qu'on appelle, donc un peu déchets élargis, on va dire. Là, c'est dans le cadre des permis de démolir. Tout à fait, exactement. Ceux qui demandent un permis de démolir, au-delà d'avoir simplement l'autorisation, pour l'avoir, vont devoir non seulement recenser les matériaux dangereux comme c'était le cas, notamment la présence d'amiante ou autres, les matériaux en soi qui avaient vocation à partir en déchetterie, en décharge, etc. Mais maintenant, voir si il y a ou pas des potentiels en termes de réemploi notamment. Donc ça, c'est en effet la vraie nouveauté. Alors, par contre, localement, pour arriver, on le voit bien, il y a une difficulté qui est importante, c'est d'arriver à synchroniser l'offre et la demande. C'est-à-dire que d'un côté, l'offre, elle émane d'un chantier de déconstruction qui a lieu à un instant T, et puis la demande, c'est un chantier de construction. Alors, il faut que les maîtres d'ouvrage dont tu parlais, donc c'est à la fois les aménageurs, les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs sociaux, tous ceux qui font construire, qui créent qui lancent les projets, il faut qu'ils aient envie. Il faut qu'ils aient les équipes qui soient en capacité d'intégrer ça. Par contre, comment on synchronise tout ça? Comment on synchronise cette offre et cette demande, puisque je ne construis pas forcément au moment où toi, tu déconstruis? Et c'est toute la difficulté. C'est en effet toute la difficulté. Alors, il faut avoir une approche assez souple, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de répondre à ça. Et la première, la plus simple, et on va dire la plus économe en termes de ressources, c'est de réussir à maintenir des matériaux sur place pour un réemploi in situ ou une réutilisation in situ. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire pour certains matériaux, dans certaines conditions, évidemment qui ne vont pas concerner tout le gisement potentiel disponible, mais c'est en tout cas la première modalité envisagée. Ensuite, on décline. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut éventuellement stocker ailleurs pour en revendre plus tard. Mais en effet, là, ça pose des questions en termes d'infrastructure. Il faut avoir les lieux, les espaces de stockage disponibles, la capacité à recaractériser les matériaux pour garantir l'assurabilité, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc en fait, il y a différentes modalités qui sont complémentaires les unes des autres à mettre en place. C'est un peu la difficulté de cette démarche, c'est-à-dire qu'elle implique pas mal de matière grise en amont. C'est pour pouvoir envisager toutes les solutions possibles et aussi, dans le cas où une modalité ne marche pas, toujours avoir une modalité, un plan B, en fait. Donc, on est toujours à essayer d'imbriquer les flux et le stock, en fait. Avec une logique inhérente à tout ça, qui est une logique de circuit court. C'est-à-dire que si on commence à déconstruire d'un côté de la France pour envoyer des matières et du volume de l'autre côté, et on perd évidemment ça n'a plus de sens. Un des intérêts. Voilà. Peut-être que ça en a un sur certaines matières ou autres, mais en tout cas, globalement, c'est pas tout à fait le cœur du sujet. Ce qui veut dire aussi qu'on a besoin de place dans la ville. Et ça pose des questions intéressantes, je trouve, à ceux qui sont en charge de la fabrique urbaine, notamment les aménageurs. Absolument. Conserver de la place dans la ville de façon à avoir ces stocks, ces étapes tampons, c'est-à-dire en plus de la place dans la ville pour des choses qui sont pas nécessairement glamour, qui sont des stocks de matériaux, des espaces de traitement de ces matières, etc., etc. Finalement, un peu le backstage, l'arrière-cour de la fabrique de la ville, qu'on a précautionneusement sorti
du périmètre urbain, sortie de notre vue ces dernières décennies. Tu parlais de matière grise, il y a aussi sans doute des enjeux dans la conception architecturale. Tu es architecte, notamment quand on parle de réemploi ou réutilisation, c'est-à-dire à un moment utiliser dans sa conception, dans l'acte de conception d'un bâtiment, des matériaux non standards. C'est pas forcément des matériaux de catalogue, puisqu'ils sont aujourd'hui en l'état dans un bâtiment ou sur un stock. Comment est-ce que ça modifie déjà et l'acte de conception et qu'est-ce que ça change dans ces processus-là? En effet, ça peut réinterroger en profondeur le processus de conception dans la mesure où il y a à la fois la question du caractère un peu singulier du matériau. Bon, la question de la conformité, ça aujourd'hui, on est un peu astreint à la garantir d'une façon ou d'une autre. Donc, toute la question aujourd'hui est celle des méthodes à mettre en place. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de la quantité, puisqu'il y a une souplesse à trouver, il y a une capacité à réinterroger le projet en fonction des ressources disponibles, différentes évidemment d'un processus de conception et de prescription classique où la question de la quantité ne se pose pas. En fait. Et ça veut dire qu'il faut que j'ai une forme de conception résiliente qui pourra s'adapter finalement au fait que j'ai pas les ressources attendues, j'ai pas autant de volets que j'avais prévu, ou en tout cas ils sont pas exactement pareils, etc. Qui seront en effet pas tous de la même nature. Et voilà, donc ça typiquement, bon, tu prends l'exemple des volets, mais c'est une question intéressante parce que tout ce qui relève par exemple de l'aspect extérieur des constructions est à figer dans un permis de construire. Donc là, ça interroge aussi la temporalité de la conception d'une opération d'un bâtiment. Il faut être en capacité de garantir assez en amont du chantier, au moment par exemple du dépôt de permis de construire, la disponibilité d'une ressource. Auquel cas, on est astreint à des permis modificatifs. Voilà. Donc on reboucle, là aussi il y a des enjeux circulaires, on reboucle sur la question de l'évaluation de l'offre, donc des ressources sur le territoire, c'est-à-dire que moi au moment de mon permis de construire, au moment de la conception, il faut que je sois à peu près garanti d'avoir les ressources, parce que y compris ça va être figé réglementairement dans mon permis. Voilà, et la capacité de stock donc derrière, en effet. Oui, parce que je vais les utiliser 2 ans après globalement. Oui, ou 1 an, mettons, mais en effet, dans un moment, dans un temps différé. Donc ça, aujourd'hui, c'est des vraies questions, mais qui ne se posent évidemment. Là, on parle de matériaux qui sont impactants par exemple, pour un permis de construire. Alors là-dedans, on voit bien qu'on a des relations entre les acteurs, entre des acteurs qui se connaissent pas, et des modes de relations qui changent aussi. Derrière ça, il y a aussi des nouveaux acteurs qui rentrent dans le système. T'en parlais notamment ces compétences avec des enjeux sociaux importants et de la création d'emplois spécifiques justement pour faire de la déconstruction sélective, donc pour récupérer vraiment des matériaux sur les chantiers de déconstruction. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique d'acteurs sur un territoire? Mon point de vue, ça l'enrichit. Ça l'enrichit puisque on vient rajouter des... C'est pas tant forcément une logique de concurrence, en effet, on y revient toujours, qu'une logique de complémentarité. On peut imaginer que ce qu'on appelait des démolisseurs qui vont évoluer de plus en plus vers un métier de déconstruction, plus ou moins sélectif, fassent évoluer leur pratique. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de la place pour des acteurs spécialisés dans la dépôt sélective, parce que la dépôt sélective demande des compétences spécifiques. On ne dépose pas des matériaux n'importe comment. Il y a une façon de faire, si on veut en conserver la valeur d'usage, en fait, tout simplement. Et puis après, on le voit dans le champ de la prescription avec les AMO dits réemploi. Donc ça, c'est un champ de compétences qui est émergé dans la décennie, qui n'existait pas avant, par exemple. Ce qui n'empêche pas que des bureaux d'études existants puissent s'approprier aussi ces compétences. Bon.
Donc à la fois des acteurs existants qui modifient leurs pratiques, hein, qui à la fois s'y adaptent, mais qui peuvent aussi pousser les choses, hein, être là-dessus moteur, des nouveaux acteurs qui émergent, mais aussi donc des modes de relation et peut-être un peu moins de compétition à certains moments et un peu plus de coopération, ne serait-ce que pour s'entendre sur ces ressources disponibles, de façon à mailler et quelque part à faire marcher, à créer cette relation-là. Alors, pour revenir à Nantes, où est-ce qu'on en est et surtout quelles sont les prochaines étapes? Alors à Nantes, aujourd'hui, on a des acteurs qui commencent à travailler ensemble de façon en bonne intelligence et qui trouvent intérêt à leur complémentarité. On va dire plutôt des acteurs de terrain. J'avais évoqué la question du recyclage des déchets de chantier, de la dépose, de la revente de matériaux. Et puis on a des terrains de jeu assez intéressants, notamment le projet urbain de Pierre-Mille-les-Îles qui démarre, avec de fortes ambitions en termes de transition des modes constructifs. Et à ce titre, du coup, l'écosystème du réemploi, du recyclage, la réutilisation a été intégré parmi d'autres filières, le bois, la paille, le chanvre, dans le processus d'évolution des modes constructifs vis-à-vis des opérateurs qui vont venir dans un second temps ensuite acquérir les lots. Donc voilà, il y a déjà des moteurs assez importants, on va dire, sur le territoire qui en tout cas promettent en tout cas une possibilité de massification et de changement d'échelle. Et en effet, là, pour le coup, les aménageurs ont un rôle important à jouer puisqu'ils travaillent la grande échelle, ils travaillent la masse, voilà, en termes de matière. Donc là, il y a pour le coup un enjeu vraiment intéressant à lever avec ce projet-là. Donc une envie qui émerge, des acteurs de toute nature, à la fois de l'offre, de la demande, ou tous ceux qui sont au milieu, qui en tout cas amorcent ce dialogue-là, et notamment avec Novabuild, qui sert de support à ce dialogue. On suivra l'avancée de ces démarches, hein, dans les mois qui viennent. Ce sera intéressant de voir justement à la fois ce qui permet d'avancer, ce qui est typiquement nantais ou ce qui peut être extrapolé ailleurs sur d'autres territoires, mais aussi les difficultés à venir. Je doute pas qu'il y en ait qui arrivent. Il y en aura nécessairement. Elles sont déjà identifiées, oui. Voilà. On en a vu déjà un certain nombre. Est-ce que pour non pas finir cette conversation, parce qu'on va dire que ce n'est que la première étape de cet échange, mais en tout cas finir juste cette première discussion, tu aurais un conseil de lecture ou des conseils de lecture à partager avec nous? Oui, alors j'en ai un pour cette fois du moins, qui est pour moi une excellente introduction au sujet du réemploi. C'est le catalogue. Alors c'est le catalogue Matière grise de l'exposition qui a eu lieu en 2014 au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui avait été chapeauté par les architectes d'Encore Heureux. Pour moi, c'est le plus bel ouvrage de vulgarisation sur le sujet du réemploi, parce que au-delà des contributions diverses et variées qui sont vraiment multiples, qui viennent de plein de champs de compétences différents, d'approches différentes, c'est aussi un ouvrage d'architecture. Qui parle d'architecture et qui donne à voir énormément d'exemples aux quatre coins du monde d'architecture de réemploi. Et pour moi, c'est important parce que c'est ça aussi qui crée du désir. Qu'est-ce que peut être une architecture de réemploi? Et donc là, on peut y voir s'y déployer toute l'inventivité qui peut découler de ces démarches-là, toutes les difficultés aussi, elles sont évoquées. Mais voilà, c'est en tout cas pour moi un ouvrage qui donne envie sur ce sujet du réemploi. Et ça, c'est primordial, je pense. Merci beaucoup. Donc une démarche globale, hein, avec des enjeux techniques, réglementaires, des enjeux de dialogue aussi, mais aussi derrière, on revient aux fondamentaux et notamment la conception, l'acte de construire et la réponse aux besoins et surtout donner envie de tout ça à chacun. Merci beaucoup, Anis Temsamani. On se retrouvera prochainement. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.